laissez-moi vous conter dans ce nouvel épisode de Backdoor. On souhaite d'ailleurs une bonne année parce que normalement, même si on enregistre ça avant, ça devrait sortir courant janvier. Donc bonne année à tout le monde. Bonne année 2024, l'année Kobe Bryant. Exactement, l'année Kobe Bryant, l'année des Jeux Olympiques, où on espère une belle performance française. Tout ça. Oui, on y sera d'ailleurs au JO. C'est vrai. Ça va être... D'ailleurs, il faudrait qu'on se bouge le cul pour trouver un logement, mais ce n'est pas le sujet du jour. Exactement, ça va être exceptionnel. On espère voir Victor. Alors, exactement, on espère voir Victor. On commence et laissez-moi vous conter l'histoire d'une période qui a mis à rude épreuve le monde, les USA, la NBA, les individus qui composent la NBA, et dont le grand sauveur, c'est Mickey Mouse. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle de la bulle NBA. Pour faire très simple, et pour ceux qui n'auraient pas suivi ce qui s'est passé dans le monde en 2020, et j'en doute, nous avons, fin novembre 2019, une petite maladie qui fait son apparition du côté de la Chine. Cette maladie, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait qu'elle est respiratoire, et l'OMS, elle la surveille globalement d'un coin de l'œil. Nous, pangolin, en France, nous sommes jeunes, nous sommes insolents. Dis-moi, Bat. Ce foutu pangolin. Peut-être un pangolin. En vrai, je ne sais pas, et je ne suis pas là pour parler de ça, j'en ai un peu rien à foutre, on va juste résumer la situation. Ok. Je disais, nous sommes jeunes, nous sommes insolents, et nous vivons notre meilleure vie. Insouciant plutôt qu'insolent quand même. Oui, nous sommes insouciants, mais nous sommes insolents quand même. Pas tous. Je préfère dire. Quand même, soyons... Eh bien, moi, je le suis. Quoi qu'il en soit, la vie suit à peu près son cours, l'épidémie augmente petit à petit, jusqu'au 11 mars 2020, puisque le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclare le Covid-19 pandémie mondiale, et là, ça commence un peu à être la merde. En France, on est déjà confiné depuis 4 jours. Aux États-Unis, ils attendent du coup ce que l'OMS dit, donc le 11 mars 2020, avant de se dire tiens, il faudrait peut-être qu'on demande à nos gens d'arrêter de sortir et de se faire des bisous dans la rue. Et globalement, le monde, en fonction des États et de comment c'était touché, plus ou moins était rapidement dans l'évolution du confinement. Aux États-Unis donc, puisque les États-Unis, comme vous le savez, abritent la NBA, en tout cas j'espère que vous le savez. Alors le Canada aussi. Et le Canada aussi, effectivement. On pense à nos amis de Toronto. Ouais, merci Baptiste de penser à eux. La précision, c'est important, je serai là pour préciser. C'est très très bien. Je disais, le Covid aux USA, puisque c'est le pays qui nous intéresse dans cette situation, ça va démontrer plusieurs choses. Déjà, ça va mettre en exergue le fait qu'il y a d'énormes inégalités sociales aux États-Unis, notamment dans la question de l'accès aux soins, puisque quand ça vous coûte littéralement une jambe d'aller vous faire soigner un poumon, vous n'allez pas vous faire soigner un poumon, parce que vous n'avez pas les moyens de ne plus avoir de jambes. C'est relou pour aller travailler. Ouais, pour marcher aussi, pour à peu près exactement. 95% j'ai l'air de faire de la vie quotidienne. J'ai peut-être l'air... Vas-y, dis. Je disais c'était un peu chiant de pas avoir de jambes pour à peu près genre 95% de la vie quotidienne, mais c'est qu'une parenthèse, donc je t'en prie, continue. Courage à tous ceux qui malheureusement ont été amputés. Exactement. Quoi. Je disais, j'ai l'impression... on a peut-être l'impression que je dis ça un peu avec du second degré, mais pas du tout. C'est que c'est un sujet très compliqué, je vais être un peu honnête, là on va parler de la bulle, de tout ce qui s'ensuit un peu avant. Je vais pas vous présenter mon plan, je vais essayer de vous guider, de vous compter au fur et à mesure dedans. On va aborder beaucoup de choses, des choses très sérieuses, et j'essaye de dire ça d'un ton léger pour que ce soit digérable et appréciable. Et pas déprimant. Je disais aussi. Donc, pas trop déprimant non plus, effectivement, cette période a été suffisamment compliquée comme ça, déjà qu'on la réouvre. Oui. il faut traiter ça correctement et avec le bon ton. Donc je disais, une inégalité sociale dans l'accès aux soins, et surtout des États-Unis, qui sont dans un contexte et un climat socio-politique qui va se tendre et qui est déjà un peu assez tendu, puisqu'à cette époque, nous sommes à moins d'1 an des prochaines élections. Donc c'est la fin du mandat de Donald Trump, qui aux États-Unis et au travers du monde globalement a été un président qu'on qualifiera de clivant, pour ne pas exprimer nos avis politiques. Donc c'est tendu, puisque c'est les élections. Oui, dis-moi. Je disais juste bien joué sur le terme clivant, c'est fort. Merci. Et dans ce climat donc où sanitairement c'est compliqué, où politiquement et socialement c'est compliqué, nous avons
2 événements qui vont se dérouler à quelques mois d'intervalle alors que nous sommes avant et en pleine pandémie. Tout simplement, déjà en mars 2020, nous avons le meurtre de Breonna Taylor qui survient exactement... Alors, j'ai pas la date exacte, j'ai mis mars 2020, ma faute. Mais il me semble que c'est le 12 mars 2020, si je dis pas de bêtises. Continue, je vais regarder ça. Qu'elle est tuée dans son appartement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire. Elle serait sortie avec un dealer, etc. C'est un assassinat, enfin en tout cas c'est un événement qui va marquer énormément la communauté afro-américaine aux États-Unis et qui va commencer à faire beaucoup parler, à soulever déjà des questions de traitement de la police vis-à-vis des personnes noires. C'était bien le 12 mars, bien joué à toi. C'est bien le 12 mars, merci. Ouais. Et dans ce climat donc déjà qui est un peu tendu, donc on vient d'ajouter à la crise sanitaire et au climat sociopolitique un premier meurtre d'une personne noire, nous avons en mai 2020 George Floyd qui est tué dans une vidéo que je pense vous avez tous vue. Oui. Le fameux slogan I Can't Breathe. Elle avait tourné partout cette vidéo. C'est ça, le fameux I Can't Breathe. Et ça va être l'étincelle, puisque suite à la mort de George Floyd, nous allons avoir énormément de manifestations durant l'été 2020 et dans les mois qui vont suivre, notamment portées par le mouvement Black Lives Matter. Et donc voilà, une énorme période de mouvement, un climat très compliqué donc sanitairement, sociopolitiquement, et des événements dramatiques qui enflamment les États-Unis, qui posent une énorme question. Et on n'en a toujours pas parlé, alors que pourtant on est dans un podcast basket. Au milieu de tout ça, la NBA. C'est pas toujours facile de naviguer comme ça quand t'es juste une ligue sportive. Exactement. Ouais. La NBA, qu'est-ce qu'elle devient cette NBA? Parce qu'on n'en a pas parlé alors que ça fait déjà quasiment 10 minutes que je parle. La NBA, tout simplement, elle s'arrête le 11 mars 2020 après une blague de mauvais goût. Est-ce que tu t'en souviens, Baptiste? Bah oui, c'est Cocorico, j'ai envie de te dire. Ouais, oui, c'est ça. Là, on peut rigoler. C'est Gobert qui veut se moquer un peu des nouvelles règles sanitaires, et notamment la règle qui disait ne touchez pas au micro, etc. en conf de presse. Exactement, et qui se moque de la situation. Et qu'au moment de partir de la conf de presse, il s'amuse à toucher tous les micros, tout ça. Et je crois que c'est genre 2 jours plus tard, il est testé positif. Et non, c'est même pas 2 jours plus tard. Ah ouais, il me semblait c'est littéralement 24 heures avant. Ah ouais. Ah merde. Qu'il est 24 heures avant, donc il fait cette blague, et 24 heures plus tard, Rudy Gobert devient le premier joueur NBA testé positif. Voilà, ça c'est ma France, ça c'est le rayonnement de la France à l'international comme on l'aime. Exactement, comment prouver qu'on est des gros cons même à l'international. Ça c'est le truc français, tu me dis un truc, je fais l'opposé. Exactement. Rudy, qui était déjà, on va en parler vite fait, mais qui était déjà pas très trop apprécié des fans américains, bon, on l'est encore moins. Mais surtout, il se passe une situation à ce moment-là, et ça, je sais pas si tu t'en souviens, dans cette salle du jazz, lors d'un jazz Thunder, une situation un peu lunaire où on a le speaker qui annonce oui, restez bien dans la salle, vous en faites pas, vous êtes en sécurité, et qu'il y a beaucoup de fans qui pensent qu'il y a une fusillade qui est en train d'être lieu. Pas du tout, il y a juste un mec qui a été testé positif à une maladie, tellement américain. Et on se dit... c'est ultra contagieux et il y a 50 000 gus dans la salle. Ouais. Donc, cette situation à ce moment-là, en NBA, il reste environ une 20aine de matchs à jouer par équipe, plus, bien évidemment, les playoffs. Spoiler, dans une ligue où l'argent est roi, 20 matchs à jouer et des playoffs, ça représente énormément d'argent. Parce qu'on va en parler beaucoup, c'est quand même l'une des grandes questions. Est-ce que comme ça, tu te souviens du montant que la NBA risque de perdre si la saison s'arrête à ce moment-là? Alors là, aucunement, mais alors, je sais pas, j'ai l'impression de forcer si je parle de milliards, mais en tout cas, je pense que c'est... pas du tout, tu te forces pas. J'allais dire... Non, puisqu'on parle vraiment d'1,5 milliard de dollars. Ah, tout de même. Oui, c'est beaucoup d'oseille, ça en plus plus qu'accessoirement, ce serait la première saison non finie de ton histoire, ce qui est peu fun. Ouais, parce que même pendant la Seconde Guerre mondiale, ça jouait. Alors surtout, il y avait... Oui, alors peut-être, je sais pas, je ne suis pas un historien de la NBA comme toi. C'était pas la NBA, mais ça jouait. Oui, en tout cas, ses ancêtres. Voilà. Donc, la NBA peut perdre 1,5 million de dollars. Voilà un petit peu sa situation à ce moment-là.
Vous venez donc du coup cette ligue privée qui évolue aux États-Unis, donc évolue aussi dans tout ce climat-là. Et à ce moment-là, je suis en train de finir mon introduction et de doucement rentrer dans le sujet. La NBA a en vérité devant elle 3 questions. Comment tu finis la saison ? Parce que tu vas pas t'asseoir sur 1,5 milliard de dollars et tu vas pas avoir la première saison non finie de ton histoire. Comment tu vas te positionner vis-à-vis des manifestations et des mouvements qui sont en cours aux États-Unis quand tu es une ligue dans laquelle 80% de tes athlètes sont noirs, et quel rôle tu peux jouer socialement vis-à-vis des prochaines élections présidentielles, quand pareil tu représentes des athlètes, et là peu importe la couleur de peau, qui en tout cas pour une partie sont issus quand même de milieux relativement défavorisés, et notamment à l'époque tes 2 superstars, Kevin Durant et LeBron James, qui sont des exemples, on va dire, du parcours à l'américaine, de partir tout en bas et arriver tout en haut. Les 2 sont issus de familles très pauvres c'est ça, des États-Unis. Famille monoparentale avec seulement leur mère et le père qui est parti. C'est ce que j'allais dire, tu m'as devancé. Ah désolé, je t'ai coupé la parole, je suis désolé. T'inquiète. Et voilà un petit peu le contexte pour la NBA à ce moment-là, après l'arrêt de sa saison, le 11 mars 2020. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh déjà, on va observer ce qui se passe. Mais avant même d'observer ce qui se passe, on va observer ce que font les franchises. Est-ce que tu te souviens, parce que on en a parlé un petit peu en France, mais moi je l'ai vu très rapidement passer, je l'ai surtout redécouvert à ce moment-là, des franchises qui décident de payer les salariés malgré l'arrêt. Je me souviens de certaines avaient annoncé ça. Je crois que si j'ai pas de conneries, genre les Warriors et les Mavs, il me semble qu'ils l'avaient fait. Alors, j'avais pas les Warriors, les Mavs effectivement fait partie. En fait, il y a 3 franchises qui l'annoncent de front en premier. Certaines vont les rejoindre après, je les ai pas toutes, donc peut-être que les Warriors t'as raison, mais il y a déjà les Mavs, comme tu disais, les Cavs et les Pistons. Ouais. Je me souviens Mark Cuban qui l'annonce direct. Je crois que c'est qui annonce, c'est. Alors qu'en plus, je crois que Mark Cuban, il annonce vraiment, pour un petit peu le contexte, le match, en fait, pendant que la saison s'arrête à cause du Jazz, les Mavs sont en train de jouer. Donc il annonce vraiment à la fin du match. Ah oui, ouais, c'est vraiment instant. Ouais, genre il annonce vraiment instant, Mark Cuban, pour le coup. Okay. Donc voilà un petit peu pour parler des personnes dans les salles, comment ça se passe, en tout cas pour certaines. J'ai pas été faire la liste de toutes, je m'en excuse. Mais après donc avoir vu ce que font les équipes, on va voir ce que fait la NBA. Et je sais pas si tu te souviens de cette période, mais moi un petit peu. Alors déjà il y a la sortie de The Last Dance. Oui. À ce moment-là. Ça, ouais. Et surtout la NBA elle va temporiser et observer, on est d'accord, pendant les premiers mois. Ouais. Voir un petit peu ce qui se passe, voir un petit peu comment sur le plan sanitaire les choses évoluent. Et du coup, comme à l'époque ça débarre en mars, avril, on n'a pas beaucoup de news, mais on n'a pas beaucoup de news avant la fin du mois de mai, puisque après 3 mois de pandémie, la NBA va réunir les dirigeants des 30 franchises et effectuer un vote pour savoir si les dirigeants sont OK pour que la saison reprenne, avec bien évidemment toute la perte de recettes que ça peut engendrer pour les franchises, pour la NBA, pour les joueurs, etc. Et puis surtout pour le risque que c'est de reprendre d'un point de vue sanitaire. Le risque que c'est de reprendre dans cette situation, t'as totalement raison. On savait pas trop où ça allait à l'époque, quoi. Ils naviguaient un peu à vue aussi, quand même. Oui, vraiment. C'est pour ça qu'il y a une phase d'observation de 3 mois, comme je disais. Et il y a un vote. Ce vote va être favorable au score de 29-1. Petite question, est-ce que tu sais qui est la franchise qui a voté pour que la NBA ne reprenne pas ? J'en ai aucune idée, je savais même pas qu'il y en avait un seul contre, donc vraiment non, j'en ai aucune idée. Mais c'est les Portland Trail Blazers. Ok. La franchise de Portland qui vote contre. Alors, pourquoi, on ne sait pas. C'est assez rigolo quand on connaît la suite de ce qui s'est passé dans la bulle, mais on va pas spoiler. Ils ont jamais donné de raison particulière J'ai pas trouvé de raison et j'ai pas été la chercher. J'ai regardé des vidéos de fans de Portland qui disent vraiment que, en fait, le discours à l'époque côté Portland, il est plus sanitaire, de dire qu'ils se voient mal reprendre dans le contexte sanitaire. Mais voilà, en tout cas, d'un point de vue basketball à l'époque, ça ne faisait pas trop de sens quand on était Portland. Mais d'un point de vue sanitaire, ça en faisait un peu plus. Bien sûr. Comme après toute réunion avec les dirigeants, la NBA doit se réunir avec la NBPA. La NBPA, c'est quoi ? Tu
peux l'expliquer? C'est le syndicat des joueurs, Exactement. c'est National Basketball Players Association, si je dis pas de bêtises, Très bien. l'acronyme. Tu es quelqu'un de renseigné sur le quelqu'un de sujet, bien renseigné. dont le président est Chris Paul. Exactement. Alors ça ne l'est plus, ça l'était à l'époque, mais ça ne Ouais, l'est c'est plus ce que j'allais dire, je sais plus s'il l'est encore aujourd'hui. Non, maintenant il me semble, si je dis pas de bêtises, que le président c'est, je crois que c'est Michael Bridges, mais je suis pas sûr. Ok. Il me semble que c'est lui. Ok. Et du coup, la NBPA, qui, du coup, un syndicat qui a pour mission de de défendre les joueurs et leurs intérêts auprès de la ligue, etc., comme le ferait la CGT chez nous, quoi, tout simplement. C'est très très bien, c'est très très bien résumé. Alors je disais des bêtises. Actuellement, c'est CJ McCollum, le président, et le directeur exécutif en intérim, c'est André Iguodala. Ok. Il joue même plus. Voilà. Et non, mais après, ça n'empêche pas, je pense, d'avoir encore des fonctions. Je cherchais parce qu'à l'époque, j'ai vu que c'était une femme, une avocate, c'est Madame Richards, mais je n'ai plus son nom de famille, malheureusement. J'ai plus son prénom, j'ai noté que son nom de famille. Ok. Tant pis, c'est pas grave, je retrouverai pas. Donc, à l'époque, en tout cas, la syndicate Madame Richards qui vote pour les joueurs et qui est d'accord pour se mettre, pour suivre en fait le plan que va élaborer la NBA. La NBA se donne 12 jours, la NBA va prendre 12 jours, et après 12 jours, la NBA va sortir un protocole, mon gars. Le protocole du seigneur et de la seigneurie, comme on dirait. Voilà le protocole médical qui va être utilisé, et les différentes phases qui le composent pour assurer la santé et la sécurité des acteurs de la bulle. Nous aurons des tests réguliers, ce qui est jusque-là logique. Nous aurons des individus à risque qui seront autorisés à être écartés de la bulle s'ils le souhaitent, sans impact sur leur salaire. Par contre, les individus qui ne sont pas considérés à risque, eux, ont le droit de ne pas venir dans la bulle. On ne les oblige pas, mais par contre, ils devront s'asseoir sur leur salaire. Petite notion un peu américaine de la chose. Ouais, c'est ok. C'est la demi-liberté. Voilà un petit peu les conditions que pose la NBA avec la NBPA. Et ensuite, elle pose 6 phases, la NBA. La première des phases, elle va se dérouler du 16 juin au 22 juin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les joueurs sont tenus de revenir dans les villes de leur équipe. Simplement, ceux qui auraient changé d'état pour aller voir leur famille, etc., vous devez revenir là où est située votre franchise. Du 23 juin au 30 juin, on va effectuer une batterie de tests, et uniquement une batterie de tests. C'est-à-dire que les joueurs sont en isolement dans des chambres d'hôtel, il y a des gens qui viennent les tester, et c'est tout. Wow. Vous ne sortez pas, vous n'avez rien le droit de faire. Wow. J'espère que t'as amené des bouquins, parce que tu vas te faire chier, mon pote. Exactement, et c'est là où on va se rendre compte que la bulle a commencé très tôt pour les joueurs, puisque finalement, du 16 au 22, à partir du moment où vous arrivez, vous êtes considéré comme comme étant obligé d'être confiné. Donc vous êtes plus en contact avec vos proches directs, et vous êtes isolé du reste du monde, vous n'êtes même pas encore avec vos coéquipiers ou vos coachs. Du 1er juillet au 11 juillet, vous avez le droit d'effectuer des entraînements individuels, mais il n'y a aucun entraînement de groupe qui est autorisé. Et de ce que je lisais, entraînement individuel, ça veut dire vous êtes tout seul, vous avez un coach. Ok. C'est tout. Ouais, tu fais des shooters. Il n'y a pas ton deuxième entraîneur, ton prépa physio, c'est tu choisis qui t'emmène, mais il y a une seule personne. Ensuite, du 7 au 21 juillet, les équipes seront tenues de voyager dans le lieu choisi à cet effet pour finir la saison régulière. On va faire une petite pause dans avant cette quatrième, entre cette quatrième et cinquième phase, quatrième et cinquième phase, tu vas y arriver. Je vais y arriver, ouais. Pour parler du lieu, c'est Mickey qui va accueillir la NBA à Disney World à Orlando, parce que Orlando a tout simplement à ce moment-là, Disney World à ce moment-là, toutes les infrastructures pour pouvoir le faire, que ce soit les hôtels, que ce soit le système de tracking avec les passes, ou les salles, puisqu'elle dispose de 3 salles, le parc Disney World, on va dire, donc c'est la HP Fieldhouse, le Visa Athletic Center, et le Advent Health Arena. Très drôle d'avoir une salle sponsorisée par un truc de santé quand c'est en pleine crise sanitaire. Beaucoup de com. Beaucoup de com, pas forcément voulu, mais beaucoup de com finalement. Ouais. Je disais donc, les équipes voyagent désormais jusqu'à Disneyland, sauf pour les joueurs positifs, bien évidemment, qui doivent attendre d'être déclarés clear avant de pouvoir rejoindre le reste de leurs coéquipiers.
La 5e phase, ensuite, du 22 juillet au 29 juillet, scrimmage entre les équipes qui sont au sein du même hôtel, parce que les équipes, en gros, il y a 3 hôtels, pareil, il y a 3 salles, 3 hôtels à peu près. Vous allez avoir, que je dise pas de bêtises, 8 et 8, c'est 22 équipes qui sont invitées dans la bulle. Vous faites 22 divisé par 3, je crois que ça fait à peu près 7 équipes par hôtel environ. Il y avait peut-être plus d'hôtels, ça fait beaucoup cette équipe, mais j'ai pas été regarder le nombre d'hôtels, vous m'excuserez. Et la dernière phase, c'est la phase d'évacuation, j'en parle vite fait sans spoiler, mais en gros, quand vous êtes éliminé et que vous n'avez plus rien à jouer dans la bulle, vous passez un dernier test et vous vous cassez de chez Mickey. Bien dit. Voilà un petit peu pour les phases, dis-moi. Non, je disais juste bien dit, vous vous cassez de chez Mickey. C'est littéralement ça, tu te casses de chez Mickey. Et tu n'emportes pas Minnie si possible. Ni Dingo d'ailleurs. Premier match de reprise de la NBA. Le 30 juillet. Le 30 juillet, tout simplement. Avec un Jazz Pels et un Clippers Lakers. Est-ce qu'il n'y avait pas des matchs de pré-saison, entre guillemets, avant ? Si, il y a eu les 3 scrimmages du 22 au 29. Okay. Chaque équipe a joué 3 matchs pour pouvoir reprendre le rythme. On en parlera un petit peu plus tard. Okay. Les matchs de reprise, on va juste parler vite fait du Jazz Pels et du Clippers Lakers, mais on va vraiment pas du tout rentrer dans le jeu dans ce podcast. Seul truc que je dirais, le premier panier de reprise de la NBA a été marqué par Rudy Gobert, l'homme qui l'a arrêté. Et je bois un coup sur ça. Magnifique. La rédemption, finalement. Exactement. Franchement, je pense que c'était fait exprès. Je veux pas croire que c'était pas fait exprès. De toute façon, on sait tous que la NBA est scriptée, donc... Exactement. Si vous ne le savez pas, vous êtes un newbie, un rookie. Voilà donc ce qui répond à la première question. Comment on finit la saison ? La NBA y a répondu. Maintenant, il y a la deuxième question. Comment on se positionne vis-à-vis des manifestations ? Parce que je ne l'ai pas abordé, mais ça a été un gros point, puisque si vous êtes un peu bon en timeline, George Floyd se fait assassiner Alors, pareil, je vais pas dire de bêtises, je vais pas noter la date exacte, mais je crois que c'est le 25 mai 2020. En tout cas, c'est fin mai 2020, ça j'en suis sûr. La NBA n'a pas encore repris. Les joueurs, on les a aperçus dans les manifs pour plusieurs, et c'est normal, parce que, comme je disais, 80% de la ligue est noire ou issue de la communauté afro-américaine, donc c'est leur communauté qui est touchée, donc c'est leur mouvement aussi. Beaucoup de joueurs ont légitimement peur qu'en partant dans la bulle, leur voix soit étouffée, parce qu'ils sont conscients des plateformes que c'est pour beaucoup de gens. Surtout que la NBA a un peu un passif avec, disons, les expressions politiques, et de manière générale, les ligues sportives américaines ont un peu un passif là-dessus, quoi. On demandera... Je suis assez d'accord, et effectivement, surtout la NBA pour le coup. On demandera par exemple aussi à Colin Kaepernick en NFL. Oui, alors ça c'est un mauvais exemple, puisque c'est la preuve que la NFL est une ligue de gros cons. Oui, c'est gratuit pour la NFL. Mais c'est mérité. Mérité, en effet. Mais non, je pensais que tu allais me citer Bill Russell, vois-tu ? Ah oui, non, mon truc, moi, ce que je veux dire, c'est que la NBA a déjà fait ce genre de choses, d'étouffer un peu les revendications politiques, etc. Ah oui, ok, d'accord. C'était ça que je voulais dire. Oui, effectivement, c'est vrai que la NBA a fait ça aussi, malheureusement. Oui, non, vas-y, t'inquiète. D'accord. Je disais donc, beaucoup de joueurs ont peur que leur voix soit étouffée, et ce qui est bien normal, et donc c'est notamment l'une des discussions que j'ai passées sous silence entre la NBPA et la NBA, mais dont on va parler maintenant, c'est de rassurer les joueurs, et je me rends compte que si, j'avais bien noté le nom de cette dame, c'est juste plus tard, c'est bien Michelle Roberts, directrice exécutive à l'époque de la NBPA, qui porte le mouvement des joueurs de... on est d'accord pour revenir, mais vous allez certainement pas nous empêcher de nous exprimer, parce que tout simplement, si vous êtes pas ok pour qu'on s'exprime, on joue pas. Et du coup, c'est chiant pour vous si on joue pas. C'est-à-dire, si LeBron James ne joue pas, c'est vachement chiant pour la NBA. Même n'importe quel autre joueur finalement. S'il y a aucun joueur qui joue, voilà. On va pas faire des matchs... Ça s'appelle une grève et c'est pas fun pour l'argent. Voilà, la NBA, on rappelle qu'ils adorent l'argent. On va pas regarder un match avec les membres du staff. Ce serait très drôle, mais non.
Donc je disais, parce qu'à l'époque, nous on en entend parler, enfin moi je sais que je vois une news passer comme quoi les joueurs vont avoir le droit de parler des trucs, mais on sait pas exactement ce qui se passe. Et moi je prends conscience, en tout cas je trouve qu'on prend conscience de ce qui va se passer dès l'arrivée de la première équipe dans la bulle. La première équipe qui arrive dans la bulle, ce sont les Toronto Raptors, champions l'année d'avant, qui arrivent avec un car floqué Black Lives Matter, avec des vêtements, casquettes, masques, floqués Black Lives Matter. Et donc ça c'est la première introduction. Et on apprend par la suite que la NBPA a négocié deux choses. Le slogan Black Lives Matter sera inscrit sur les parquets. Je sais pas si tu t'en souviens, mais on le voit bien, si tu allez regarder des replays, on voit le slogan inscrit Black Lives Matter. Et aussi le fait que les joueurs auront le droit d'avoir des slogans à la place de leur nom sur leur maillot. Je vais prendre une respiration et je vais tous les énoncer parce que je trouve que c'est important. Nous avons Black Lives Matter, évidemment. Say their names. Vote, I can't breathe. Justice, peace, equality, freedom, and oath, power to the people, justice now. Say her name. Si se puede, yes we can en espagnol. Liberation, see us, hear us, respect us, love us, listen to us, stand up, Ali, anti-racist, I am man, speak up, how many more, group economics, education reforms, and mentor. Voilà pour les 30 slogans. Je crois qu'il y en a 30, il me semble. Slogans que les joueurs auront le droit. Bien évidemment, les superstars internationales auront le droit de faire traduire ces slogans pour que ce soit parlant. Et petite anecdote, je sais que ça n'avait pas été accepté, mais à l'époque, Evan Fournier avait demandé à faire marquer Adama Traoré derrière son maillot. Et la NBA n'avait pas voulu parce que c'était un nom propre, il me semble. Ah, je savais pas ça. Bah, force si, je me souviens que c'était les gars de Trash Talk qui avaient sorti cette info. Ok, bah merci, force à Evan. Force à Evan sur le banc d'Enix actuellement, mais force à toi, Evan. Sur les 350 joueurs qui composeront la bulle, nous en avons 300 qui choisiront de porter un slogan. Comme je disais, avec des stars internationales, message très fort, honnêtement. On se souvient forcément un peu de ceux qui n'ont pas porté. Je pense que le plus gros exemple de celui qui n'a pas porté ce slogan, c'est LeBron James. Mais à l'époque, ça n'est même pas évoqué parce qu'en fait, le mouvement global est plus important que les individus à ce moment-là. Puis je pense que LeBron a quand même déjà prouvé que niveau engagement... Oui, c'est ça. Et puis, si je la donne pas, si on veut parler de justification vis-à-vis de LeBron dit à l'époque que pour lui, son nom et ce qu'il fait est plus important, comme tu disais, que de mettre un slogan. Pour lui, ça va plus loin. Ouais, ok. J'avais jamais entendu la justif, mais... Bon, à faire. Il me semble, la justif, je suis pas sûr, mais je crois qu'il dit vraiment que, genre, pour lui, il considère que mettre son nom, ça fait... c'est autant un slogan, parce que c'est autant prouver qu'il existe, etc. Il y a une vraie justif un peu compliquée de LeBron. Mais, du coup, voilà pour ce qui est avant la bulle. On va continuer toujours dans cet esprit de manifestation, de revendication, sans parler directement du jeu. On avance un petit peu plus, on arrive à la mi-août avec un autre événement dramatique, le 26 août 2020, et je sais pas si tu t'en souviens et tu vois de quoi je veux parler. Je pense que oui. Oui, c'est pas des manifs qui dégénèrent ou un truc comme ça ou... Alors, je sais pas si c'est des manifs qui dégénèrent, moi je sais que Jacob Blake est tué, encore une fois, dans le Wisconsin, par des policiers. Oui, si, je me souviens maintenant. Dis-moi. Non, je disais juste oui, ça y est, ça me revient, toute cette histoire de ce que tu vas dire après, j'imagine, donc c'est pour ça j'en dis pas trop plus. C'est ça. On s'amènera à une grève, on se souvient de la grève parce que c'est très marquant. 3 jours de grève générale, grève qui sera instigée par les Bucks, puisque ça vient du Wisconsin, et que c'est chez eux, et que donc, c'est les premiers à faire quelque chose, alors que c'est à ce moment-là, la NBA est en play-off. Les Bucks sont à quelques minutes de disputer un match de play-off contre l'Orlando Magic. Je crois que c'est le 2e match ou le 3e match, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un truc et on voit les joueurs des Bucks devant le vestiaire qui ne sortent pas et qui veulent pas sortir. Ouais, je me souviens de l'image de George Hill, et de mémoire c'est George Hill qui prend la parole, et alors, tu as une très bonne mémoire. Si je me souviens vraiment bien, mais je suis pas sûr à 100%, je crois que c'est Sterling Brown qui faisait le banc, qui était... Oui, tu te souviens vraiment très très bien, ce sont ces deux individus-là. Sterling Brown était
très à fond là, sur ce mouvement de grève-là, parce qu'il est originaire de la même ville où a eu lieu l'assassinat, du coup, si je me souviens bien. C'est ça. Oh. C'est ça, si je dis pas de bêtises, je vais te retrouver la ville. Kenosha, non? Kenosha, c'est ça, exactement. Ouais, je me souviens bien alors. C'est Kenosha, tu as totalement raison. Donc, grève des Bucks, grève générale pendant 3 jours de la NBA au global alors qu'on est en plein playoff. Et ça... La situation est très tendue parce que déjà vous avez des individus qui sont tous isolés depuis au moins 2 gros mois, si ce n'est 3 pour certains. Donc les esprits sont un peu à bout, vous avez une situation comme je disais qui était tendue, etc. Vous aurez une réunion qui sera tenue entre les coachs, les dirigeants et les joueurs pour savoir si la bulle reprend ou non. Franchement, c'est quand même, avec du recul, quelque chose de fou, de se dire qu'elle n'aurait pu ne pas reprendre, cette bulle. Mais déjà, le fait que les joueurs fassent grève comme ça au milieu des playoffs, c'était déjà un truc de ouf. Genre... Ah oui, c'était quelque chose de fou. Mais on en parlera un petit peu plus tard. La grève, elle est motivée par ça aussi, et elle est motivée aussi par autre chose du côté des joueurs. Donc, la réunion est tenue. Le vote est que oui, on va bien finir la saison NBA. Mais des choses doivent être mises en place. Déjà, les dirigeants s'engagent à faire en sorte que les arènes NBA, les salles NBA, deviennent des centres où les gens pourront aller voter et avant ça se renseigner sur le vote. La NBA crée un site web dédié à ça, nba.com/vote. Vous avez des bandeaux qui passent 24 heures sur 24 après. Et ça devient vraiment le deuxième gros combat, on va dire, de cette bulle et des joueurs. C'est les violences raciales en un premier temps, et en un second temps, le fait qu'il va falloir voter pour que les choses changent. Et c'est assez fou, en vrai, avec du recul, que de dire que c'est dit sans être dit, mais la NBA se positionne presque à ce moment-là politiquement sur les prochaines élections. Ouais, hein. Enfin, les joueurs. Oui, les joueurs, mais les joueurs font plier la NBA quand même. Je veux dire, c'est sûr. De quelque chose. C'est sûr, mais... Enfin, ça vient avant tout des joueurs. La NBA se plie parce que sans eux, elle sait qu'elle ne peut pas faire de fric et qu'elle est obligée de dire oui. Mais ouais, c'est un truc de ouf quand même qu'une si grosse boîte prenne des positions politiques si marquées. C'est vrai. Et on parlait des autres ligues. Contrairement aux autres ligues, c'est quelque chose de fou. Hein, parce qu'il y a beaucoup de ligues où ça n'a pas été le cas et ça ne serait pas le cas. Hein. Par exemple, la NFL, hein. Colin Kaepernick qui s'agenouille pendant l'hymne américain, il se fait blacklister d'une violence. Exactement. La NBA a beaucoup de comportements encore racistes en son sein et on va le voir. Mais elle est des 3 ligues majeures la plus enclin à essayer de changer, on va dire. Et peut-être aussi parce que c'est celle, je crois, qui compte le plus d'athlètes afro-américains. Donc voilà le deuxième gros combat de cette bulle, après les violences raciales, le vote. Et honnêtement, après, la bulle va se dérouler plutôt bien. On parlera massivement basket, on parlera d'autres sujets, un sujet qu'on abordera en dernier point. Mais le basket va reprendre sa place, bien évidemment porté par tous ces messages. Et tout le monde, globalement, espère que les mouvements et les messages portés pendant la bulle perdureront après l'arrêt de cette dernière. Et je vais finir cette partie avant de faire un petit bilan financier sur la bulle et d'aborder notre deuxième partie sur une citation de LeBron James quand il reçoit son MVP des finales, enfin après le MVP des finales quand il est en conférence de presse. Il dit « C'est incroyable ce que Adam, tous les gens de la NBA, de la NBPA ont fait et la manière dont on s'est mis ensemble et dont on a utilisé nos voix, la manière vraiment dont on a été mis ensemble, il le redit. Vous entendez souvent Golden State utiliser l'expression strength in number, donc on est meilleur en groupe, je sais pas comment tu pourrais traduire ça. Ouais, c'est ça, la force du groupe en gros. Ouais, exactement, la force du nombre. Et c'est exactement ce que nous avons vu ici. Je vous laisserai aller la voir en original si ma traduction ne vous satisfait pas, mais le mouvement le message il est beau, le message qui est porté par LeBron, par le plus grand joueur de ta ligue. Et de tous les temps. Pardon ? Et de tous les temps. Et de tous les temps, exactement. Et LeBron, qui comme d'habitude suit souvent les actes aux paroles, d'ailleurs créera après la bulle le More Than a Vote programme. Pour ceux qui connaissent, son slogan c'est More Than an Athlete.
Et donc il crée le More Than a Vote programme où il va aider les gens à prendre conscience de ce que c'est le vote, comment ça fonctionne, etc. On va continuer de finir sur ces 3 questions avant d'attaquer plus le côté du jeu par le bilan financier de cette bulle. En fait, là, on a abordé beaucoup d'aspects, pas en rapport avec le basket, mais tous les aspects autour de cette bulle. On a vu comment la NBA a repris, on a vu comment la NBA s'est positionnée par rapport aux manifestations et aux violences raciales, et enfin comment la NBA s'est positionnée par rapport à la situation sociopolitique du pays. Mais en vrai, la NBA, elle s'y retrouve plutôt pas mal à ce moment-là financièrement, puisqu'elle a investi 180 millions de dollars pour que cette bulle ait lieu. Elle estimait, si ça ne reprenait pas, 1,5 milliard de pertes. Et au final, la NBA ne perdra que, entre guillemets, et des très très gros guillemets, 700 millions de dollars. Alors qu'elle aurait pu perdre plus d'1 milliard. Donc c'est ça, donc elle a quand même économisé 50%. Ce que j'allais dire, tu divises quand même la perte par 2, quoi. C'est pas... exactement ça. Très exactement, si vous voulez le chiffre, en gros, vous pouvez dire qu'avec 180 millions de dollars, la NBA en a fait 620, puisque c'est les gains générés par la bulle, que vous avez juste à les soustraire à ce qui était estimé d'être perdu pour avoir le résultat final. Une réussite sur le plan sportif, parce qu'en vrai, elle a été quand même assez folle, cette bulle NBA. On va en parler vite fait un petit peu après, mais il y a beaucoup d'histoires dans cette bulle. Oh que oui. Oh que oui, comme tu dis. Et voilà, une NBA qui montre encore une fois la force de ses athlètes, la force des mouvements sociaux qu'elle est capable de porter. Et d'overall, d'extérieur, si on ne prend pas le jeu en compte, c'est magnifique. Et maintenant, on est là pour ça aussi un petit peu, on va parler du jeu, de l'impact sur le jeu, de l'impact sur les équipes, et forcément de l'impact sur les joueurs. Sur le jeu, quelle est, comme ça, la plus grosse différence que tu dirais entre la NBA normale et la NBA dans la bulle ? Il n'y a pas de public, évidemment. Oui. Mine de rien, ça compte. T'as l'œil, toi, dis donc, qui observe vachement bien. Mon deuxième prénom, c'est Sherlock, voilà. Exactement, la non-présence de fans dans cette bulle, ça a eu un impact sur la performance des joueurs. Et jusque-là, tu te dis, oui, certainement. Mais j'en sais rien. Parce qu'en vrai, les joueurs NBA, ils sont forts. Il n'y a juste pas de fans en soi. Mais l'une des variables qui permet d'estimer la performance des joueurs, c'est ce qu'on appelle le game score. En équivalent, c'est soit ce que vous allez appeler le player efficiency rating ou le plus-minus. Mais le plus-minus, c'est plus pour les matchs. Le player efficiency rating, c'est un peu plus général. Le game score, donc, c'est un indice qui permet d'observer... comment les joueurs sont efficaces, comment ils performent, etc. Vous avez une baisse dans la bulle du game score. Et je sais qu'avant, je disais, oui, il n'y a pas de fans, ça va être mieux, non ? Mais vous avez bien une baisse du game score. Cette baisse, elle est liée notamment à des facteurs mentaux et psychiques, on va dire, dont on parlera après. Mais malgré cette baisse du game score, notamment si vous comparez les playoffs de la bulle aux playoffs de l'année précédente, vous avez une variable, on va dire, qui est positive au sein de ce game score. Si vous comparez les athlètes noirs et les athlètes blancs, vous remarquez que les athlètes noirs ont surperformé par rapport aux athlètes blancs d'environ 27% par rapport aux playoffs de l'année d'avant. Ah, quand même. Quand même. Et notamment parce qu'on n'a pas de public. Mais s'il n'y a pas de public et que les athlètes noirs performent alors que les athlètes blancs non, c'est parce qu'on a enlevé quel facteur, Baptiste ? Les insultes racistes ? Et c'est une très bonne déduction, décidément, Sherlock. Ah bah... C'est effectivement ouf, ce truc. J'avais jamais entendu ça. Eh bien, si. Moi non plus, je l'avais jamais entendu jusqu'à préparer cet épisode. De toute manière, pour cet épisode, tant il est dense, vous aurez en description un lien vers un Google Doc où je vous mettrai toutes mes ressources, tous les sites que j'ai utilisés, tous les liens, pour que vous puissiez aller voir un petit peu plus. Je vais vraiment survoler cette étude qui est vraiment une étude très complète et honnêtement, c'est pour ça que je la cite parce qu'elle ne fait pas les choses semblant et c'est un vrai travail universitaire hyper intéressant.
vous avez du coup cet effet où les joueurs noirs sont plus performants que les joueurs blancs. Qui plus est, c'est encore plus vrai chez les top players, donc ça c'est assez fou. Et surprenant ou non, dans les États et les salles connus pour des actes d'incivilité et de racisme, les performances sont vraiment bien meilleures qu'avant. Ça va dans le même sens, mais je vise personne à part les fans de Boston et d'Utah notamment. J'ai pas osé le dire. Si. Donc, cet effet où tous les joueurs sont moins bons, globalement, mais les athlètes noirs sont meilleurs que les athlètes blancs. Première fois qu'on arrive réellement, grâce à cette bulle, malheureusement, à mettre en lumière le fait que le racisme, les insultes racistes ont un réel impact sur les joueurs et leur niveau de jeu. Donc la NBA, petit conseil si je peux me permettre, on supprime tout ce qui est racisme, on a des meilleurs matchs et on génère encore plus d'argent. Je pose ça là, hop, c'est posé. Bien, oui, c'est une belle recommandation que tu fais là, Raphaël. C'est une belle recommandation, je pense, de supprimer le racisme. L'étude portait sur les joueurs, mais qu'est-ce qu'il en est des arbitres ? Je garde toujours du point de vue des insultes racistes. Peu de différence dans le nombre de coups de sifflet globalement et dans la manière dont sifflent les arbitres. Si vous comparez pareil extérieur, enfin home court, extérieur, etc. Mais on peut estimer quand même, je pense sans trop se tromper, que pour tous les arbitres afro-américains de NBA, ça a quand même été pareil. Un certain plaisir, mais non, parce que ça devrait être normal. Oui. Une décompression, on va dire, qu'il n'y ait pas ces insultes racistes. Voilà un petit peu pour l'absence de fans. La bulle, elle supprime aussi autre chose. Est-ce que tu en as une idée, Bat ? Supprime. Ouais, il y a quelque chose qui est quotidien de la NBA qui d'un coup ne l'est plus du tout avec la bulle. Ah bah genre les déplacements, tout ça. Exactement, okay. Tu es très malin. Les déplacements, le jet lag. Eh bien, le jet lag, c'est finalement l'effet qui va le moins s'apercevoir, on va dire. Il y a des études, pareil, qui comparent la bulle avant la bulle. On observe une légère amélioration pour les équipes qui d'habitude se déplaçaient, et surtout des équipes qui changeaient de time zone. Mais globalement, les métriques, elles s'égalisent. Il n'y a pas de grosses différences, il y a une légère amélioration sur certains trucs. Mais personnellement, je la trouve pas assez importante pour en faire plus que ça, donc c'est pour ça qu'on va l'évacuer assez rapidement, le jet lag, mais il fallait pas poser la question du jet lag quand même. Cependant, un effet qui lui est bien observé, c'est l'avantage de missiles extérieurs. Car oui, les équipes voyagent, mais les équipes jouent souvent à l'extérieur par rapport à domicile. Est-ce que tu as une petite idée, d'habitude, de combien de pourcents de chances de victoire, de réussite ont les équipes à domicile ? À domicile ? Ouais. Là, comme j'en ai pas d'idée précise, je vais dire un truc un peu comme ça, au doigt mouillé, je sais pas, je dirais un petit 65-70%. Et bah, ton doigt était relativement bien mouillé puisque c'était 60%. Oh. Effectivement, d'habitude, on observe 60% de victoires à domicile en play-off pour les équipes. Là, dans la bulle, et si on compare par exemple aux 10 années précédentes, on voit une métrique en fonction des années et des play-offs. Il y a des fois où ça monte à 70% de victoires, il y a des fois où ça descend à 55%, mais ça ne passe jamais la barre des 55%. Là, dans la bulle, on tombe à 48%. Donc on passe sous la barre des une victoire sur deux, des une chance sur deux de gagner à domicile. Donc finalement, est-ce qu'à ce moment-là, il y a un effet domicile ? Oui. Bah du coup non, puisque tu n'as plus d'avantage à gagner à domicile. Non, je vais dire oui, il y a un vrai avantage à jouer devant ton public, c'était ça. Ah oui, ok, d'accord. C'est mal compris. T'inquiète. Mais du coup, voilà, première fois en 10 ans que la métrique, elle passe sous la barre des 50%, donc 48% comme on disait. Et en fait, ça va s'observer par des choses assez particulières, genre... C'est même pas sur l'équipe
à l'extérieur qu'on voit le plus de changements. Mm. Globalement, ça bouge très peu, les métriques sont relativement similaires. Mais sur les équipes à domicile, on voit que les équipes à domicile marquent moins de points, et par extension que les équipes à l'extérieur en marquent un petit peu plus. Mhm. C'est vraiment le deux trucs. Mais les métriques comment... Attendez, pas différent. Hein. Pardon, je me suis perdu dans mes notes. T'inquiète, prends ton temps. Je On est pas disais, pressé. les métriques à domicile changent, les points notamment diminuent, les points marqués par les équipes à domicile diminuent, les points marqués par les équipes à l'extérieur augmentent, et la métrique des lancers aussi qui change. Les équipes à domicile tirent moins de lancers qu'avant, c'est très faible, mais pareil, les équipes à l'extérieur augmentent le nombre de lancers qu'elles tirent. Donc Ouais. finalement, on a une vraie égalisation. Bah, y a une Donc vraie... on a un vrai effet avantage domicile-extérieur qui est supprimé. Ouais, t'as le fameux home court calls, que t'as Exactement, l'influence t'as- du public sur les arbitres, mine de rien, ça existe. Et bah c'est ça en fait. On va ouvrir un mini débat là avant que je finisse ma partie. Enfin la première sous-partie on va dire. En vrai, comme je disais tout à l'heure, sur les métriques des arbitres, on observe que les arbitres ne sifflent pas moins. Et pas forcément différemment. Mm. Mais pour autant, on observe quand même un changement du point de vue des stats des équipes, points marqués, nombre de lancers francs tentés, etc. Et du coup, on peut, je pense, légitimement dire que les arbitres ont certainement fait de meilleurs choix. Mm. Et je fais appel à tes souvenirs de fan et tes souvenirs personnels. Mhm. L'arbitrage dans cette bulle, je me souviens pas qu'on en ait autant parlé qu'avant. Bah, je t'avoue que Genre, j'ai pas le souvenir de matchs comme ça, alors que tu me demandes des playoffs chaque année, je vais me souvenir de calls un peu particuliers. Oui, c'est Mais vrai que... cette année-là, pas trop. Bah, moi non plus du tout, là, comme ça, vraiment pas. C'est vraiment du souvenir de fan, tu vois. Ouais, et Alors, généralement, vas-y. c'est le signe d'un bon arbitrage. Tu vois, si... Oui, généralement, quand tu ne vois pas l'arbitre, c'est que l'arbitre a très bien arbitré, effectivement. Donc, ouais, c'est fou que, genre, sur cette année-là, j'ai aucun souvenir de... Ah putain, ce match-là, un tel s'est fait voler et tout. Que récemment, j'ai plein d'exemples. Hein. Genre Lakers C'est ça. Celtics l'année dernière. Au hasard. Ouais, mais les Lakers Celtics, c'est dans saison régulière, mais c'était pas en playoff. Oui, typiquement. je sais, mais c'est le Mais premier oui, exemple qui effectivement, m'est j'entends venu, ce que- tu vois. Avec Pat Bev qui montre Mais- la photo à l'arbitre. Oui, exactement. L'année dernière, pas de F qui montre Ouais. la photo, etc. Bref. C'est vrai que c'est un bel exemple d'arbitre qui avale son sifflet face à la pression des supporters à domicile. Ouais. Voilà un petit peu pour les métriques sur le jeu, comment le jeu a été impacté par ce déplacement dans la bulle. Qui fait le jeu? Ce sont les équipes NBA. Mais les équipes, parlons-en des équipes au global, c'est-à-dire j'englobe le coaching staff, les kinés, les joueurs, tout ça, tous ceux qui font qu'une équipe est capable d'aller au bout ou va s'arrêter en premier tour de play-off. Reprendre pourquoi après s'être arrêté? C'est une vraie question que je te pose. Reprendre pourquoi? Outre les thunes, j'imagine, déjà. Ouais, c'est vrai, l'oseille, toujours très important. L'oseille, bah, forcément, la plateforme politique que ça offrait. Et, Ouais, ok, d'accord. Mais d'un point de vue purement jeu basket, on oublie un peu les à côté là. Et ben, en vrai, pour le titre, pour le sport, Ouais, c'est ça. Pour le titre, effectivement. Pour le titre, finalement, comme dans chaque saison NBA, la seule différence, c'est que bah là, on a des équipes qui se sont pas entraînées pendant quasiment 4 mois. Et je sais pas si vous avez fait du basket ou un autre sport, mais 4 mois sans entraînement, c'est beaucoup. Et alors en sport de haut niveau, c'est encore plus beaucoup. c'est clair. Donc oui, comme tu disais, le titre, certes, pour les équipes qui ont déjà un suffisamment bon bilan avant la bulle, l'objectif c'est le titre. Mais pour les équipes qui sont pas dans la course au play-off, pourquoi on irait jouer si on joue pour rien? Genre pour le classement de la draft? Bah non, même pas, parce que les moins bonnes équipes, donc celles qui avaient les premiers choix, elles étaient pas invitées. C'est ça, les moments de tu m'as spoilé un petit peu, mais ça me fait plaisir que tu me spoiles, tu m'ouvres la porte. Ah bah, je suis le portier. C'est ça, tu es le portier. Et la NBA se pose la même question, se dit mais pourquoi on va faire revenir nos équipes qui peut-être vont pas jouer les playoffs?
Et là, il y a un mec, je pense qu'il était au fond du bureau, qui arrive et qui fait Hey Adam, moi ça fait des années que j'ai une idée de fou furieux. Ça te dit, on crée un play-in tournament où en fait on augmente la dose de sel chez les fans NBA de 200%. C'est bien Parce qu'en résumé. fait, truc de fou, quand t'es qualifié en playoff, en fait t'es pas qualifié en playoff si t'es en dernier. Et oui, la bulle. Ouais, c'est vrai que c'était les premiers play-in. C'est le premier play-in, la bulle. Incroyable. Et alors bon, c'est un play-in largement différent de celui qu'on connaît maintenant. Oui, c'est vrai. À l'époque, la NBA, elle invite donc 6 équipes, une équipe à l'Est et 5 équipes à l'Ouest. De tête, est-ce que t'es capable de les citer ou pas du tout? Attends. Elle invite les équipes qui sont pas invitées? Non, les équipes qui sont invitées. Il y a une équipe à l'Est et il y a 5 équipes à l'Ouest. Puisqu'en fait, elle va inviter toutes les équipes qui sont à moins de 6 matchs des playoffs. Ah oui. Comme elle a prévu d'en jouer 8 de saison régulière, Oui, ok, d'accord. J'avais pas bien elle compris invite la toutes celles qui question. sont à moins de 6. Alors, à l'Est... Si tu les as pas, dis-moi, je vais te les citer. À l'Est, c'est les Wizards, si je me souviens Exactement. bien. À l'Ouest, t'as les Suns. Oui, Tu dois voir, si je dis pas de bêtises, les Wolves, non? oui. Attends. T'as les Wolves, Jazz, Nuggets, Fast en playoff. Ah, c'est une bonne question. Non, les Spurs, ils doivent pas être là, je pense. Eh bien si, tu as les Spurs. Ah Alors, ouais à l'époque. Ok, ouais, les Eh autres, oui. là, ils me reviennent pas, donc vas-y, balance. Donc, à l'époque d'invités, tu as les Portland Trail Blazers. Trailblazers, pas Trailer. Trailblazers. Mais j'aime bien dire Trail Blazers, ça me fera toujours rire. Pardon, c'est un mauvais tic de langage. Les Portland Trail Blazers, les Memphis Grizzlies, Mhm, comme tu disais, les San Antonio Spurs, les Phoenix Suns, mhm. et la 5e équipe, il s'agit de... Attendez, je suis ivre mort, je la retrouve pas, je l'ai pas noté. Bravo. Ouais, non mais c'est super. Il doit s'agir des Pels, non, peut-être? Oui, c'est les Pelicans, pardon, Ouais. voilà, c'est ça que je me posais la question. Je me disais en plus, il y a un gros joueur, c'est les Pelicans, je suis désolé de ce trou. Je les avais bien notés, mais pas au bon endroit, je suis une merguez. Puisque, souvenez-vous, c'est la saison où la NBA est tellement foot de Zion qu'ils essayent de foutre du Zion partout. Ah, oui. Pour qu'au final, ils jouent pas de la saison. Mais du coup, la NBA donc invite ces 6 équipes pour quoi? Pour tester sa nouvelle formule, faire monter le taux de sel et voir si en vrai l'idée de Robert là du fond du bureau elle est bonne ou pas. Parce que Adam il se pose la question. Mm. Et je pense qu'on peut dire qu'elle est excellente cette idée. Grave. Franchement, elle est pas trop cool, on n'a pas eu des trucs exceptionnels dans la bulle grâce à ça, grâce au fait qu'il y avait la carotte du play-in. Bien sûr. C'est quoi, 8-0 qui font les Suns? Exactement. Incroyable. Mais on a aussi les Blazers. Ah oui. Les Blazers, ils font 7-1. Oui, et ils gagnent contre les Grizzlies, non, justement, du coup. leur Exactement, place ils en- gagnent contre les Grizzlies qui étaient 8e à ce moment-là dans le classement. Hmm. Vous avez des équipes. Washington, clairement, vient dans la bulle, mais ne fait rien. Parce que Ils viennent pour faire le j'ai nombre, regardé. quoi. Washington, ils ont gagné 2 matchs dans la bulle. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, pauvre Bradley Beal, il est venu, il s'est fait chier dessus. Mais pas de play-in du coup à l'époque à l'Est, parce qu'en fait pour être éligible au play-in, il fallait que l'équipe 8 et l'équipe 9 aient moins de 2 matchs d'écart. Hmm. Nice. Donc on a Lillard, et on se rappelle, Lillard il est tellement en feu qu'il est MVP du play-in. Ah oui. C'est ouais. le début de logo, enfin c'est la continuité de logo Lillard. Genre il prend un nombre de tirs du logo sur ce play-in, ça veut rien dire. Il y avait pas un truc de MVP de la bulle? Si, il est MVP de la bulle, c'est ce que je dis. Ah non, t'as dit MVP du play-in. C'est pour ça. Ah, pardon, C'est pour ça m'a excusez-moi, fait je me suis tiquer. trompé. Ok. Je me suis trompé. Non, il est bien MVP de la bulle. Il a le trophée Mickey Mouse. Oui, c'est incroyable. Et l'histoire, effectivement, la belle histoire des Suns qui, honnêtement, va fonder le groupe. Hmm. D'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que les Suns sont l'équipe qui a récupéré l'un de ses joueurs en dernier, puisque Ricky Rubio est le joueur à être rentré le plus tard dans la bulle, puisqu'il a été déclaré positif la veille de la rentrée des Suns dans la bulle. Ah merde. Du coup, Florent Ricky, il a attendu 15 jours avant d'arriver. Pauvre Ricky Rubio, Ouais. on l'embrasse. Oui, naturellement.
Mais donc, pour faire un petit peu le résumé sur les équipes, 3 matchs de scrimmage, 8 matchs de saison régulière, 1 match de play-in en plus pour les Blazers. Donc quand vous êtes un coaching staff, un total de 11 matchs pour faire reprendre des automatismes à des joueurs, C'est peu. les remotiver et les tenir motivés, surtout. Mm. Vous, en tant qu'individu, ne pas péter un plomb parce que vous êtes isolé loin de tout, et on va en parler juste après. Mm. Et voilà, c'est un challenge titanesque, je sais pas comment le dire autre chose. Parce que 11 matchs quand t'es un coaching staff pour motiver tes mecs, reprendre des automatismes et aller gagner un titre, merde. Genre juste merde. C'est dur. Oui, en effet, c'est très dur. Surtout que comme je disais, il y a 4 mois, etc. C'est dur. Et je veux juste faire ce point, je vais pas beaucoup parler du coaching staff, mais juste prendre ces 10 secondes, 15, 20 secondes pour dire bravo à toutes les personnes des coaching staff, d'équipes dans la bulle. Genre, ça a dû être si dur. Ça a dû être si dur. Vous étiez loin de vos familles. Vous étiez dans les mêmes conditions que les joueurs, c'est-à-dire isolés, loin de vos proches, pardon. Et vous devez motiver des mecs et faire au mieux votre taf. Et vous, on va pas parler de vous, on va pas vous tendre un micro pour savoir comment ça va. Hein. Bon, on va entendre micro à 1, quoi. Celui qui gagne à la fin, et c'est tout. Ouais, c'est ça, et on va tendre un micro, comme tu dis, au coach de l'équipe qui gagne, c'est tout. Genre, ça fait je sais pas combien de mecs laissés sur le carreau. Quel taf d'ingrat. Enfin, non, pas d'ingrat. Exactement. Oui, si, on a l'idée. C'est un taf semi-d'ingrat, on va dire. Ouais. À ce moment-là, c'était un taf un peu dur. Ouais. C'était assez dur. C'est clair. C'est une transition parfaite pour parler de l'impact de cette bulle sur les individus, donc sur les joueurs en l'occurrence. Parce que, tout simplement, prenez des individus, isolez-les de tous et de tout contact de leurs proches pendant 1 mois et demi minimum pour les équipes qui partiront le plus tôt, et 3 mois pour celles qui auront joué les finales. Certes, vous leur donnerez du contact avec leurs collègues de travail, avec leurs coéquipiers, et des contacts par visio avec leur famille. Mais vous n'aurez aucun contact physique qualitatif, pas vos enfants, pour vous dire que vous êtes le meilleur papa, pas vos femmes ou vos hommes, peu importe, pour vous réconforter quand ça va pas et que vous avez fait un match de merde, pas vos parents pour vous dire que je suis fier de toi mon enfant. Personne. Ça pendant 1 mois et demi, 3 mois. Eh si, et j'espère pas, certains d'entre vous l'ont certainement vécu pendant le Covid et pendant les confinements, et qu'on peut certainement tous s'y identifier, toute proportion gardée. Dis-moi. Je disais force à vous. Force à vous, déjà. Là, vous prenez cette situation que je viens d'énoncer et vous rajoutez la pression des résultats sportifs, la pression des événements sociaux quand vous êtes un joueur afro-américain et que votre communauté est en train de se défendre pour vos droits et que, comme le diront tous les joueurs, ça peut être moi, ça peut être ma mère, ça peut être mon fils, ça peut être ma fille, ça peut être n'importe qui me ressemble. L'enjeu d'une carrière et même de toute une vie, ce pourquoi vous travaillez certainement comme un acharné depuis que vous avez 9 ans. Ça fait beaucoup là, non ? Un peu, oui, on peut le dire. Je crois que c'est le terme. Oui. Parce que si la situation que je disais où vous êtes isolé de tout contact social, l'isolement social donc c'est un fléau, touche notamment les personnes les plus âgées. Si vous en avez et que vous êtes proche, allez voir vos grands-parents. Là, pendant le Covid, il a touché toutes les sphères. Là, on va s'intéresser à comment il a touché nos athlètes NBA. Ça a été dur en entrée, ça a été très dur. Bien sûr. Parce que, comme je le disais un petit peu avant, que vous soyez celui qui encadre... Je le note parce que j'aime bien cette phrase que j'écris, que vous soyez celui qui encadre le groupe ou celui qui est sur le terrain, cette montagne d'éléments, elle peut peser trop lourd et elle peut vous faire craquer. Et le premier témoignage dont je vais parler, avant même de parler d'autre chose, c'est celui de Paul George, qui explique, on est en play-off, on est à la sortie du Game 5 des Clippers contre les Mavericks au premier tour. Paul George vient de faire un excellent match en play-off. Il vient de sortir, je crois, 35 points à
quelque chose comme 13 sur 18 au tir avec 5 sur 10 à 3 points. Vraiment un très très bon match. Un playoff, playoff P dans le texte. Bah du coup pas du playoff P dans le texte, enfin oui mais avant que ça devienne une vanne. Oui, pour le coup, mais surtout Paul George à la fin de ce Game 5, comme je dis, il vient de sortir un super Game 5 qui s'exprime, mais il va pas s'exprimer sur son Game 5, en fait il va s'exprimer sur son Game 4 et expliquer ce qui a changé. Et il expliquera que dans le Game 4 où il a eu une très très faible réussite au shoot, il se décrira bouffé et rongé par l'anxiété et dans ce que lui dira être une dark place. Donc je sais pas exactement comment le traduire parce que j'ai pas envie de dire de bêtises et de mésestimer ce que peuvent ressentir les personnes en dépression. Littéralement, c'est une place sombre. Je pense que le terme mauvaise passe est un peu... c'est effectivement, un peu, une mauvaise passe peut-être, une place sombre, vous comprendrez je pense l'idée. Ouais, dans l'idée c'est ça, même si je pense que mauvaise passe est un peu trop faible, je pense, tu vois, surtout si on parle de dépression et tout. Exactement, mais en tout cas c'est pour ça que je disais, je vais utiliser le terme de dark place, je vous laisserai vous faire l'idée de ce qu'il voulait dire. C'est le premier joueur à s'ouvrir sur ce qu'il ressent clairement dans le play-in et sur ce qui s'y passe. En tout cas pour les joueurs, parce que pas de contact social en fait, et genre c'est dur pour en vrai je vais dire pour certains, mais pour tout le monde. Pour tous globalement, athlètes et de biais ou pas, c'est la première fois qu'on nous interdit d'aller voir du monde. Et c'est pas facile du tout. Et je vais même pas, en fait, je vais vraiment juste donner des anecdotes et pas forcément rentrer dans le détail, parce que je ne veux absolument pas essayer d'analyser ou de suranalyser ce qui a pu être dit. Je vais juste faire un peu un état des lieux, et ça va aller très rapidement, parce que j'ai 4-5 témoignages globalement. Mais juste pour présenter les états d'esprit, et expliquer un peu ce que, en tout cas, certains joueurs ont ressenti. Parce que, donc Paul George en parle, c'est très compliqué dans cette tête à ce moment-là. À la mi-août, donc après pour le coup les événements dont parle Paul George, donc c'est plutôt, je crois qu'à ce moment-là on est plutôt aux alentours du 25 août, les familles ont été autorisées à rejoindre la bulle. C'est-à-dire que vous pouviez faire venir votre femme, vos gamins, etc. Surprise ou non, ça n'a pas été le cas de la majorité des joueurs. Qui tout simplement n'ont peut-être pas voulu faire subir à leur famille ce qu'ils subissaient, c'est-à-dire que vous n'aviez pas le droit de sortir de l'hôtel, vous n'aviez pas le droit d'avoir des contacts avec des gens extérieurs de votre équipe, vous étiez testé toutes les 24 heures, je veux dire c'est très compliqué et je comprends que certains n'aient pas voulu imposer ça à leurs conjoints, conjointes, enfants, etc. Donc il y a quand même beaucoup de joueurs malgré cette autorisation qui sont restés seuls. Paul George en parlera, l'un des mecs qui en parlera aussi bien a posteriori c'est LeBron James dans un épisode du Barbershop où il expliquera avoir, alors il utilise le terme et je pense qu'il faut garder ce terme dans ses proportions de PTSD sur ce qui s'est passé à Orlando, syndrome post-traumatique pour ceux qui ne sont pas merci familiers. beaucoup d'avoir fait la traduction, pas de souci. Ça me fait plaisir. Si il faut garder ce terme parce qu'il est employé d'habitude dans d'autres contextes, il fait comprendre clairement que c'est l'épreuve la plus dure de sa carrière. Et je vous invite à aller voir la photo de LeBron. Il me semble que c'est, et là j'ai un doute si c'est en finale de conférence ou si en finale NBA après le titre, où il est assis sur le terrain, casquette dans les mains. Genoux un peu repliés et mains sur les genoux. Je sais pas si tu vois cette photo. Vite fait. Possible. Allez taper. Je sais pas, je pense que je vais essayer de le taper en même temps que vous pour voir si je le trouve. Mais si vous tapez pour moi LeBron, tu mets LeBron James en NBA Bubble et que tu vas dans Images. Est-ce que cette photo apparaît dans les premiers résultats ? Non. Mais du coup, pour décrire la photo, il est vraiment assis sur le terrain et en fait, il a un regard dans le vide. Oui, tu m'étonnes. C'est un moment où il est censé célébrer et il a un regard dans le vide. Et c'est terrible, je trouve. Enfin, cette photo, je trouve, est criante de vérité sur c'est sympa de gagner et tu sais qu'ils aiment tous faire ça, etc. Mais ça montre la dimension humaine, je trouve, de nos superstars NBA, de nos joueurs NBA, cette photo. Surtout en plus pour LeBron qui a cette réputation de cyborg et tout, tu vois. C'est ça. Et qui pourtant, on sait aussi, est un family guy, LeBron. Oui, bien sûr.
En plus, Genre, on sait qu'il a ce truc et on sait à quel point c'est important pour lui. Et vraiment, moi, je trouve que cette photo est assez folle. Même. Alors, vous avez la photo très marrante de Rajon Rondo avec son fils. Mais vous sentez aussi. Alors, Rajon, c'est encore peut-être différent parce que Rajon avait son frère dans la bulle qui était barbeur à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai. Mais allez regarder comme ça. Plein de photos de célébration, du titre, etc. Mm. Il y a des visages qui sont pas si heureux que ça. Il y a des mecs qui remportent le trophée d'une vie et qui sont heureux sur le moment. Il n'y a pas de souci, il y a de l'effusion de joie, etc. Mais voilà, dès que le soufflet il retombe, tu sens que c'est ça. Tout revient, quoi, un peu. Exactement. Je trouve que tu sens vite que la réalité te rattrape. Ouais, c'est ça. Et c'est assez saisissant, comme je disais, dans l'un des moments les plus satisfaisants. Dans les joueurs qui s'exprimeront, on aura JJ Redick dans un des excellents podcasts Old Man and the Three Things. Podcast avec Jimmy Butler où ils abordent plein de choses quand ils étaient coéquipiers, etc. Mais à un moment, ils abordent le passage de la bulle puisque c'est juste après. Il joue encore Redick à ce moment-là ? Alors, JJ Redick joue dans la bulle. À l'époque, il est dans la bulle avec les Sixers, Sixers, ouais, c'est ça. Okay. Puisqu'après la bulle, il va aux Pelicans et après, il prend sa retraite. Ouais, c'est vrai. Ok. Lui, il en parle. En fait, il parle du fait que à l'époque, quand il y a la grève générale, et c'est ce dont je voulais parler tout à l'heure sans trop en parler, lui vote contre la reprise de la bulle parce qu'il dit mais à ce moment-là, moi, j'en peux plus. Je suis plus là du tout. Il dit je ne supporte plus la situation, je supporte plus d'être loin de ma famille, je commence à perdre ma passion pour le basket. Alors il dit aussi que c'est peut-être lié au fait que lui est en fin de carrière. Oui. Et qu'à ce moment-là, sa famille est devenue plus importante que le jeu. Mais déjà, je trouve ça très beau d'en parler et d'accepter de dire j'ai voté contre la reprise. Et vraiment, il explique qu'en fait, comme il dit, je vote contre, mais après, j'ai conscience qu'il faut reprendre pour le mouvement, que j'ai conscience... Et comme il le dit, c'est assez... Il en parle aussi en tant qu'athlète blanc, il dit j'ai conscience que pour vous les gars il faut reprendre, parce que c'est un moyen de faire porter votre voix, etc. Et voilà, genre, ce cumul d'événements, en tout cas, pousse JJ Redick à dire qu'il vote contre. Mais, là j'ai cité 3 exemples de personnes qui parlent de la bulle comme étant quelque chose de compliqué. Et ça l'a été, je veux dire, je ne prends que 3 exemples, vous en avez d'autres. Vous avez aussi des belles histoires et des histoires humaines dans cette bulle, des gens qui ont été capables de faire bloc contre ce sentiment d'isolement social. Je pense qu'une équipe qui s'est construite dans la bulle et qui aujourd'hui surfe encore sur cette bulle, c'est... Dis-moi-le, Baptiste, s'il te plaît. Les Suns. Alors, je pensais pas du tout aux Suns. Ok. Ah oui, les Nuggets. Mais non, je pensais les Nuggets, oui. Les Nuggets. Non plus. Bah, mec. L'équipe qui a été en finale NBA, merde. Hein? Bah, le Heat. Ah, bah oui, c'est aussi, c'est vrai. Bah non, pas aussi, oui. Bah oui, bien sûr, mais j'avais pas tort non plus dans ce que j'ai dit. Non, t'avais pas tort, ça que je dis effectivement. aussi. Okay. Mais je trouve que l'exemple même oui, bien sûr. d'un groupe qui se crée et qui se forme et qui devient prêt à affronter n'importe quoi, c'est le Miami. Genre, Jimmy Butler en parle donc dans le podcast avec Redick lors de la discussion, où il dit clairement que il prend ces gars et il leur dit écoutez, c'est simple là. On va tous être loin de nos familles. On va tous souffrir mentalement. Alors on a intérêt à tous être là pour les uns pour les autres. Et surtout, qu'il y ait personne qui vienne dans cette bulle pour faire autre chose que gagner ce putain de titre. Ils ont pas gagné le titre, mais ils en étaient pas loin. Bah, ils perdent 4-2 en finale, quoi. C'est ça. Et si vous pourrez reparler du basket, etc., en vrai, le Heat, à ce moment-là, ces frères qui se soutiennent, vous avez tout, aujourd'hui, quasiment une grosse partie du corps du Miami Heat, qui est toujours là depuis cette bulle. Je veux dire, Jimmy Butler, Tyler Hero, Bam Adebayo, Duncan Robinson, Udonis Haslem. Vous avez déjà à l'époque, il me semble, Gabe Vincent, mais je suis pas sûr de ce que j'avance, mais vous avez déjà des joueurs qui sont encore là actuellement. Et voilà, genre aussi pourquoi certains se demandent aujourd'hui, je sors du cas de la bulle, pourquoi le Heat, on les considère toujours comme une équipe capable de faire des résultats et d'avoir ce on-off, parce que les mecs ont créé une expérience de fou furieux dans la bulle, dans des conditions absolument horribles.
Et voilà un petit peu du coup pour cette partie positive. On va finir par un dernier exemple parce que j'ai pas trouvé tant d'exemples positifs que ça. Ils sont quasiment aussi durs à trouver que les exemples de joueurs qui disent que ça a été compliqué. Parce que les athlètes à NBA ne parlent pas non plus trop de leurs sentiments. C'est assez rare et c'est pour ça qu'on le souligne. Steven Adams dira que personne n'a à se plaindre de la bulle parce qu'on dort dans des hôtels et pas sur des lits par terre. Très Steven Adams comme déclaration. Je sais pas comment la dire d'autre. Ouais, bon, Steven Adams, de toute façon, c'est le genre de mec que j'imagine dormir sur de la pierre, donc je suis pas non plus étonné qu'il dise ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment l'ours vous a dit que c'était pas si grave d'être dans une grotte. Ouais, c'est ça. C'est pas manquer de respect à Steven Adams quand je dis ça, c'est juste que je voulais le dire parce qu'elle a fait beaucoup parler et c'est une déclaration qui sort quasiment en réponse à ce que LeBron James dit en disant oui, vous êtes des privilégiés, vous devriez pas vous plaindre, etc. Bien sûr. Je pense qu'il faut au moins d'être de la trempe d'un Steven Adams ou d'un Jimmy Butler pour être capable de survivre à cette... Pas de survivre, mais de vivre cette bulle correctement et certainement y insuffler un souffle à ses coéquipiers. Mais voilà un petit peu pour cet épisode sur la bulle. Magnifique. Je vais finir comme ça. J'espère avoir été complet. J'ai pris le choix de parler peut-être autant, si ce n'est plus, des à côté de la bulle que de la bulle en elle-même et du jeu. Parce que je les trouve tout aussi importants et tout aussi essentiels, si ce n'est plus. J'allais dire exactement la même chose. Eh bien, je te remercie, ça veut dire que j'ai correctement fait mon travail et ciblé mon sujet. De comprendre tous les facteurs qui ont mené à ce qu'on a vu, nous, juste simples spectateurs, tu vois. Donc, tout ça avait été au moins aussi important que le jeu, etc. Donc, ouais, très très cool de revenir sur cette période-là dont on se souvient tous parce qu'elle est très récente. Ah ouais, c'est très récent, hein, c'est des souvenirs très frais pour les fans NBA. Puis en plus, tu vois, moi par exemple, fan des Lakers, je peux te dire que cette bulle, elle m'a marqué. Parce que plus, même moi qui suis pas fan des Lakers, cette bulle m'a marqué. C'était la première fois. Si j'ai pris un League Pass, c'est grâce à cette bulle NBA. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je suivais la NBA avant sur Beansport, mais j'ai acheté le League Pass grâce à la bulle. C'est vrai qu'on prend le League Pass ensemble à ce moment-là, notre première. Ouais, je te dis, viens, on le prend à deux. C'est vrai, et on fait toujours ça depuis. On a toujours un League Pass pour deux. Parce que c'est cher. Mais du coup, je voulais dire, juste finir un peu, je parle peut-être un peu moins de ce qui était attendu, le côté dépression, histoire des joueurs, etc., où ça a été compliqué. Parce que c'est bien sympa d'en parler, mais je trouve ça un peu plus intéressant d'élaborer pourquoi, comment on en arrive là, qu'est-ce qui pèse sur les épaules des joueurs. Et finalement, je me retrouve avec pas grand-chose à dire à la fin, je veux dire, genre... les athlètes afro-américains qui ont les mouvements sociaux, qui ont la crise sanitaire, qui ont leur famille loin. Bah ouais, ça crée des situations où des fois, mentalement, les athlètes vont dans des cases compliquées. Oui, puis en plus, comme tu disais tout à l'heure, il n'y en a pas énormément qui en parlent. Donc, non, c'est ça, c'est très peu. Si tu te concentrais que là-dessus, l'épisode il faisait 10 minutes, quoi, grand max. Donc, ouais, c'est ça. Donc j'espère faire un autre sujet d'ailleurs de faire un prochain podcast sur la dépression, mais c'est assez dur à trouver, tant les joueurs en parlent pas. Ouais. Mais voilà, pour ce podcast sur la bulle, pas de quiz parce que flemme de faire un quiz sur la bulle. Ouais. J'ai pas de justification. Bon, c'est fair enough, j'ai envie de te dire, ça me va. Et bah tant mieux. On va vous faire des gros bisous. Des gros bisous, des gros poutous. Vous dire topette. Vous souhaitez encore une bonne année. Une bonne année, prenez soin de vous. Exactement. Voilà. Kiffez. Je te laisse le mot de la fin. Kiffez la vie, passez une très belle année et j'espère que votre équipe, l'équipe de votre cœur sera champion, seulement si c'est les Lakers. Voilà. Allez, on finit de lancer à topette. Allez, topette.